Nous avons d'un côté ici les normes de qualité et de l'autre côté nous avons les normes essentielles. Il y a des normes opérationnelles dans certaines de nos organisations qui sont différentes des critères de qualité liés aux activités. Parce que ces normes-là essentielles sont liées au département. Par exemple, votre organisation héritière, c'est ADES. ADES, n'est-ce pas, des normes liées à la qualité de la logistique, à la qualité, par exemple, du recrutement, à la qualité, par exemple, des opérations. Ce sont des normes essentielles liées, n'est-ce pas, aux opérations. Donc, c'est différent avec les critères de qualité, parce que les critères de qualité voient des activités spécifiques, tandis que les normes essentielles, c'est fait au niveau général du département. C'est vraiment départemental. Avec les normes essentielles, on peut venir apprécier, par exemple, comment la gestion du bureau des providers. Avec les normes essentielles, on peut voir la gestion du personnel. Ce ne sont pas des quality benchmarks, ce ne sont pas des critères de qualité. Les critères de qualité, c'est lié vraiment aux activités. Parce que dans notre proto, il y a une partie des indicateurs, il y a aussi une partie des activités. Et ce sont ces activités que nous servons. On va voir les mappings des activités, on va les faire ensemble, d'ailleurs ici, en plénière. On fait une liste des activités et on choisit soit sous la loi de Pareto qui veut que nous puissions choisir 20% des activités clés, quelques activités sur lesquelles nous pouvons nous concentrer, des activités bien sûr qui nous mènent vers des résultats clés aussi. Voilà, ça c'était juste quelque chose qu'on voulait préciser par rapport au quality benchmark, la différence entre quality benchmark et les normes essentielles. Cette photo ici, ça c'était avant Covid, hein. On vivait bien sans masque à l'époque, donc ne me taxez pas que je touche les enfants sans masque. Ça c'était avant Covid, c'était au Kassai, où nous sommes partis pour visiter des activités de nutrition. Ça sont des enfants. Ils voulaient amener l'autre vers moi, mais l'autre a refusé. Ok, d'accord. On va parler maintenant des étapes pour la mise en place des critères de qualité. Donc, il y a 4 étapes pour pouvoir mettre en place les critères de qualité. Donc, nous commençons par le mapping. Le mapping, c'est la cartographie des activités. Donc, c'est l'exercice simple de lister les activités. Nous avons l'activité des cours à distance. Et dans même cette activité-là de cours à distance, il y a des sous-activités qui peuvent être, n'est-ce pas, mappées. Par exemple, la préparation des cours, l'enregistrement des cours, tout ça sont des activités, n'est-ce pas, qui vont concourir à ça. La préparation, par exemple, des cahiers et d'exercices, tout ça, ce sont des activités qu'on peut mapper, si c'est à notre niveau ou à notre responsabilité. Les activités de sensibilisation, les activités, n'est-ce pas, X, Y, chacun selon ses responsabilités. Après avoir mappé, nous identifions, n'est-ce pas, les activités clés, prioritaires qui nécessitent beaucoup d'attention. Donc, quelles sont les activités parmi les 100% d'activités dont nous aurons beaucoup de suivi de la qualité? Si on réussit la qualité sur ces activités, nous allons réussir l'intervention, ou on va réussir notre part des contributions. On essaie de souligner en surbrillance, comme l'avait fait Paul avant-hier dans son exposé. Voilà cette activité, cette activité, cette activité. Une fois nous avons mappé et nous avons mis à highlight toutes les activités prioritaires, on passe à notre deuxième étape. Et ça consiste à développer maintenant même les critères de qualité en question. Les critères de qualité, peut-être ça existe déjà, peut-être ça n'existe pas, parce que nous faisons face à un contexte qui est un peu plus spécifique, nous sommes en train de mettre en place. Mais il y a quand même quelques critères où nous pouvons nous référer, par exemple, au manuel Sphère. Il y a des critères au niveau étatique où vous nous avez parlé de quelques checklists de qualité liées à l'environnement scolaire. Oui, oui, au service éducatif de qualité. Par exemple, au service. Ça, ce sont déjà, n'est-ce pas, des noms de qualité qui existent. Alors, la recommandation ici au développement, c'est de ne pas créer la roue. La recommandation, c'est d'identifier d'abord, est-ce qu'il y a déjà des critères de qualité qui existent sur ces activités que nous venons de choisir? Si oui, servez-vous
d'abord des bases que vous avez trouvées et arriver maintenant à les contextualiser selon votre contexte. Et non commencer encore à créer des critères sur l'appréciation d'une activité de formation, alors qu'il y en a déjà. Qu'il y en a déjà presque partout. Parce que les normes de qualité, leur source, ce n'est pas seulement forcément votre organisation. Les normes de qualité, on peut les tirer même dans des organisations, d'autres organisations pairs, chez d'autres partenaires, n'est-ce pas? Par exemple, le manuel Sphère, c'est pour utiliser par tout le monde. Il y a des normes de qualité là-dedans. Et il y a d'autres manuels qui sont vraiment aux thématiques spécifiques. Alors, avant-hier, on a parcouru, j'espère, même le matin, on a parlé du protocole et autres choses. J'espère que derrière ça, il y a même des normes qui seront partagées. On se réfère déjà à ça comme des bases pour pouvoir développer, n'est-ce pas, les critères de qualité. Une fois développé, il y a une équipe qui doit être associée dans le développement. Dans le cadre des PME Covid, c'est par exemple ceux qui sont au top, ce sont des prophètes. C'est ça au niveau des provinces éducationnelles? Oui, c'est eux qui valident. C'est à leur niveau où il y a la validation. Mais à notre niveau, on peut voir par exemple des experts thématiques de chaque organisation. On peut associer les chapitres de suivi et évaluation. Les gestionnaires, soit ou les sous-prophètes, ou les inspecteurs. On peut les associer dans le développement. Parce que c'est les techniciens. Et pas faire comme un chargé de suivi et évaluation. C'est ce que lui avait fait. Il voulait développer les quality benchmark. Il a pris vraiment 6 jours de retraite lui-même dans sa chambre. Il a vraiment mis en place les outils et il est venu imposer à l'équipe, aux experts thématiques. Voilà, c'est ça les normes de qualité sur lesquels je vais apprécier vos activités. Un expert avec E majuscule pourrait adhérer à ça facilement. Quelqu'un qui n'est pas même expert de votre domaine, développer pour vous des activités à évaluer vos propres activités. Donc la recommandation derrière, ce que je suis en train de dire, c'est d'associer toutes les parties prenantes. Les mille ont l'œil là externe et technique par rapport au développement de l'outil, mais ils n'ont pas forcément l'œil sur la partie technique de l'outil qu'on va développer. C'est pourquoi tous, de part et d'autre, les inspecteurs associés, les prophètes aussi valident parce qu'ils doivent réviser et dire ok, c'est bon, on peut utiliser l'outil. Et on peut maintenant passer à l'étape suivante qui est le suivi de la qualité, n'est-ce pas, et le suivi des actions. Le suivi de la qualité, c'est la supervision qu'on fait d'habitude. La supervision qu'on fait dans le ménage, la supervision qu'on fait auprès des enfants qui suivent les cours, la supervision qu'on peut faire à la radio, la supervision qu'on peut faire dans un, par exemple, club d'écoute, avec ces checklists de qualité développées pour cette activité. Et là, nous sommes comme des superviseurs pour quelqu'un d'à côté. Ce n'est pas vous qui mettez en œuvre, n'est-ce pas, l'activité. Vous venez juste pour apprécier ces pas des critères de qualité. Mais après cela, il faut vous asseoir maintenant avec celui qui a organisé l'activité, vous lui faire votre feedback. Voilà, d'après mon observation, sous cette supervision de qualité, j'ai constaté qu'il y a des participants qui sont entrés sans, par exemple, se désinfecter les mains. J'ai vu que la salle n'était pas, par exemple, aérée dans la formation. Si, par exemple, c'est une activité de formation. Pas lui dire ça selon tes expériences, mais selon les orientations du checklist, n'est-ce pas? C'est les checklists qui nous montrent les critères que nous sommes en train de suivre et à la fin, ensemble, vous pouvez mettre en place quels ont été les contraintes.